Donc, en 1648, à la sortie de la guerre de 30 ans, vous avez différents traités qui ont réglé la chose. Le traité de Westphalie, composé du traité d'Osnabrück et de Münster, le traité de Ryswick, Nimègue et Rastatt. Et au final, la France est devenue souveraine sur ses territoires, donc Hmm. d'Alsace-Moselle, D'accord. d'Alsace-Lorraine à l'époque. Oui. Mais souveraine, elle a accordé la supériorité territoriale à l'ennemi. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Jean-Luc Filzer que nous allons recevoir pour parler de ce droit très particulier de l'Alsace-Moselle, ce droit local qu'on découvrira comme système juridique très hybride, mêlant un héritage des annexions allemandes et des lois maintenues après le retour à la France en 1919. On y découvrira énormément de dysfonctionnements et d'anomalies grâce à l'enquête de Jean-Luc qu'il a réalisée ces dernières années, notamment sur le notariat, le foncier, le droit social, et aussi les questions de spoliation, de succession, d'opacité, de contradiction constitutionnelle. Voilà, on va voir tout ça. C'est vrai qu'en France, on pensait que les lois s'appliquaient partout sur le territoire de la même façon, et en fait, pas du tout. Et avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à vous produire des émissions en accès libre comme celle-ci. Nexus est un média indépendant et sans publicité disponible en kiosque. N'hésitez pas à nous soutenir, c'est grâce à nos lecteurs qu'on peut continuer à vous proposer une information libre et indépendante. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cet entretien. Ça fait quelques temps qu'on échange ensemble sur cet épineux dossier de l'Alsace-Moselle dont tu as été plus ou moins victime directement, et à travers ton affaire personnelle, tu as découvert l'envers de ce décor. On connaît l'histoire du Concordat, donc déjà il y a une constitution à part en Alsace-Moselle, mais il y a aussi un héritage très particulier de lois allemandes, de tribunaux qui fonctionnent de manière complètement anticonstitutionnelle et qui permettent la spoliation. Voilà, dans notre pays, les lois ne s'appliquent pas partout, sur tout le territoire, et on va voir en quoi l'Alsace-Moselle fait exception. Comment est-ce que toi, tu as découvert ce sujet, ces exceptions, ces anomalies, à travers ton histoire? Eh bien, je dirais tout simplement que j'ai analysé des documents que le notaire m'avait transmis, des documents, des actes, des copies d'actes authentiques qu'il m'avait transmis au format PDF par courriel. Et je m'étonnais que mon père avait pu signer ces documents-là, étant donné qu'il était paralysé de la main droite et qu'il était droitier. D'accord. Et compte tenu, je dirais, de mon caractère et de mes compétences, j'ai un côté un peu fouineur, euh, j'ai enquêté, je voulais savoir pourquoi la justice se mettait en travers de toutes les preuves que j'apportais. Quand je dis justice, c'est notaire, mais également tribunaux, également mes avocats. Bref, c'était toute une, je vais dire, une association de professionnels du droit qui se mettaient, oui, en travers des preuves que j'apportais. Je suis quelqu'un de très attaché à la charge de la preuve, étant donné que j'étais consultant dans les marchés publics, dans le domaine de l'assurance. Ça veut dire que j'ai un raisonnement juridique, que je sais lire les contrats, les dossiers, etc. Je sais. Et plus j'apportais de preuves, plus je constatais des dysfonctionnements. Alors j'ai été amené effectivement à étudier au départ le droit local d'Alsace-Moselle, et j'ai compris que un bon nombre de textes qui étaient appliqués dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle étaient encore rédigés en allemand gothique. Ouais, c'est déjà assez atypique. Euh, c'est assez paradoxal, surtout que lorsqu'on codait l'ordonnance de Villers-Cotterêts, normalement, la langue française, c'est la langue effectivement des tribunaux, de l'administration.
Et j'ai été amené aujourd'hui je veux dire, à gratter. Mhm. Euh, et j'ai découvert que nous avions énormément de textes encore appliqués en allemand et qui n'étaient pas à la disposition des citoyens. On a un véritable problème d'accessibilité au droit. Alors, vous trouvez ces textes, c'est ce qu'on appelle dans le Reichsgesetzblatt, c'est-à-dire le journal officiel du Reich de l'époque de 1870 à 1918, dans le Gesetzblatt également, qui était le journal spécialement réservé à l'Alsace-Moselle. Bref, et ces documents, effectivement, le citoyen n'y a pas accès. Je me suis donc interrogé, je me suis rapproché de l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle, qui est une association, comme une simple association où il y a des juristes, et qui donne des renseignements aux avocats, aux notaires, aux magistrats, et également aux particuliers lorsqu'ils sont confrontés à un problème de droit local. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans notre système. Pourquoi s'en remettre à une association? Pourquoi des magistrats qui ne connaissent pas le droit local doivent s'en remettre à cette association? Pourquoi des avocats, des notaires? Et j'ai compris à ce moment-là que le droit local n'était plus du tout enseigné depuis plus de 150 ans, ce qui est quand même quelque chose de colossal. Il n'y a plus de diplôme de droit local reconnu par l'État français. Et ça veut dire quoi concrètement, ça? Ça veut dire qu'aucun juriste n'est qualifié pour rendre des décisions en matière de droit local. Il doit s'appuyer sur une association qui est l'Institut du droit local. Donc il y a une association dont dépendent les décisions pour le droit local, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est cette association qui a la connaissance du droit local, divers juristes qui travaillent dans cette association. Et donc tu as sollicité cette association dans ton affaire personnelle, donc c'est une affaire de succession, c'est ça, c'est un bien, c'est bien une immobilier. Affaire d'expoliation, d'escroquerie à l'héritage. Et quand tu sollicites cette cette association, pardon, qu'est-ce que tu découvres? Bien évidemment, l'association me donne des renseignements très utiles. Mais je comprends également que cette association, qui n'est pas un avocat, que je lui donne des renseignements sur mon dossier personnel. Et bien évidemment, je vais dire la partie adverse, lorsqu'elle sera au courant de mon dossier personnel, ira également éventuellement contacter cette association. Ok. Donc, ça veut dire que cette association, l'Institut du droit local, fait le lien, peut faire le lien en tout cas, entre le spolié et puis le spolieur. D'accord. Est-ce que tu as obtenu gain de cause? Alors, dans l'histoire, c'est vrai que Alors non, bien sûr, je n'ai pas obtenu gain de cause, parce que justement, il ne faut surtout pas ébruiter ce qui se passe. Alors, effectivement, les magistrats raisonnent de façon à dégoûter le justiciable. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fausse système qui est organisé pour effectivement débouter à tous les coups le justiciable s'il a effectivement des problèmes de droit local, lorsqu'effectivement c'est un problème, je dirais, particulier qui est nature à démontrer les dysfonctionnements de nos institutions. Donc en fait, toi, tu devais hériter d'un bien qui t'a été spolié et tu as constaté qu'il y avait une fausse signature de ton père dans le dossier. Tu as voulu faire savoir cela. Bon, on aurait pu croire que c'est très facile, il suffit de faire intervenir un expert graphologue, de pouvoir contester un peu cette décision, de faire appel, et tout serait rentré dans l'ordre.
Oui, alors effectivement, c'est très facile si on part de ce principe-là. Seulement, en droit local, euh, le graphologue n'a pas de place. Donc tu n'as pas le droit de faire venir un Ça contre-expert n'a ou un expert. absolument aucune valeur, non, puisque l'acte authentique du notaire a une force absolument irréfragable. Donc le notaire en Alsace-Moselle est tout puissant. Il est tout puissant. La seule possibilité de, je dirais, de démontrer le faux, c'est que le notaire fasse une délation de serment, c'est-à-dire accepte en quelque sorte ou fasse l'aveu effectivement qu'il a fait un faux. Et il n'y a aucun recours, on imagine Il n'y a j'allais aucun dire en France, recours. parce que normalement c'est la France, mais on peut faire appel d'une décision judiciaire, même aller en cassation, on peut toujours contester. Je suis allé jusqu'en cassation, mais effectivement, la cassation m'a également débouté. Euh, En appel, j'avais demandé donc à la cour d'appel de me donner un avocat, de m'indiquer un avocat qui avait les compétences nécessaires en droit local. J'ai été totalement dégoûté. Ça a continué ainsi de suite jusqu'en cassation. Et effectivement, la cassation a rendu un arrêt qui me donne absolument tort. Je m'en suis donc remis à ce moment-là à notre président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement de nos institutions. Donc ça c'est une affaire qui date de 2014, c'est ça, hein, Et je ne me trompe pas. l'affaire qui date de 2014, oui. Et ensuite, tu sollicites donc du coup la présidence. Est-ce que tu as obtenu gain de cause? De la République, bien Ouais. évidemment, je n'ai pas obtenu gain de cause. Et là, je ne me suis pas laissé démonter. J'ai écrit à notre président de la République pour l'informer qu'il possédait encore les pouvoirs du Führer en Alsace-Moselle, c'est-à-dire les pleins pouvoirs, et compte tenu de ces compétences-là, il avait à se prononcer sur mon dossier. Bien évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Je l'ai rappelé à plusieurs fois. Euh, Toujours par lettre recommandée avec accusé de réception pour garder une preuve. Mais effectivement, aujourd'hui, je peux dire que le problème de l'Alsace-Moselle fait que notre président de la République a encore les pleins pouvoirs du Führer en Alsace-Moselle. Alors justement, c'est très grave comme accusation et comme découverte. Comment de cette affaire qu'on aurait pu croire, bon, une simple anomalie malheureuse sur un citoyen français, voilà, une erreur parmi tant d'autres, une erreur judiciaire. Comment est-ce que tu découvres finalement que ce n'est pas si exceptionnel que ça et que tu n'es pas un cas unique? Alors, bien évidemment, lorsqu'on est confronté à ce problème, on essaye de récupérer des informations à gauche et à droite. Et puis, sur mon chemin, j'ai fait diverses rencontres qui m'ont donné des tuyaux. Mhm. Parce que les gens qui ont des difficultés se concertent et essayent effectivement de s'entraider. Alors, je m'en suis donc remis à un collègue lorsque j'ai été convoqué devant le notaire pour ce fameux partage judiciaire. Et ce collègue m'a dit, attention, je connais quelqu'un qui est en Haute-Savoie, qui a eu affaire à tel et tel notaire, méfie-toi, la chose ne va pas être facile. Hmm. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me rends à la convocation du partage judiciaire, mais j'enregistre les débats, m'attendant effectivement à être piégé par cet homme de loi. Euh, dans mes connaissances, si vous voulez, dans mes références juridiques, je savais pertinemment qu'un enregistrement en matière pénale avait force. En matière civile, effectivement, on ne peut pas produire un enregistrement, mais en matière pénale, il y a possibilité, depuis l'affaire du majordome de Madame Bettencourt. Mhm. Donc j'ai enregistré les débats du partage judiciaire et le PV qu'a rendu ce notaire
est totalement contraire aux débats tels qu'ils se sont passés. D'accord, c'est-à-dire que les échanges que vous avez eus n'ont pas été retranscrits tels quels dans les écrits. Dans le PV Dans le du PV, notaire, ouais. par 2 fois. J'ai produit ça devant la justice. Et alors? La justice s'est bien arrangée pour ne pas faire paraître mes enregistrements dans le dossier d'instruction. Effectivement, on écarte à ce moment-là les dossiers. Il faut savoir également que dans mon affaire, il y a 7 dossiers, 7 plaintes différentes, et il y a des numéros d'affaires, de rôle, hein, qui appartiennent à d'autres justiciables que moi. Ce sont effectivement des dossiers, tout ce qu'il y a de plus fantaisiste qu'on ouvre dans les tribunaux. On vous attribue un numéro de dossier qui appartient à d'autres justiciables, et ceci, bien évidemment, j'en ai la preuve. Alors pourquoi on aurait voulu te spolier? Est-ce que ton bien avait une valeur particulière? Est-ce que tu étais dans des réseaux particuliers? Alors tout simplement, je pense que c'est une question d'entente entre la personne qui m'a spolié et puis le notaire. D'accord. Et puis, je veux dire que tous les notaires ne sont pas comme ça. Mais une fois qu'il y a un dysfonctionnement, ben, il est sûr que la corporation se protège entre elles. Donc ça veut dire qu'on peut aller trouver en Alsace-Moselle un notaire pas très regardant et lui proposer un dessous de table pour obtenir certaines faveurs. Il est tout puissant. Ensuite, on ne peut rien faire contre lui. Il y a certains notaires qui sont susceptibles d'être intéressés par ce genre de pratique, oui. Alors, comment c'est pas forcément une généralité. Oui, non, j'entends bien. En fait, t'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance dans ton affaire. C'est que t'es tombé sur un notaire véreux. Mais comment de cette réalité-là, tu as pu comprendre tout le fonctionnement totalement anormal de l'Alsace-Moselle et de cette constitution très particulière que peu de Français, finalement, connaissent? Alors il faut remonter à 1648. Donc, en 1648, à la sortie de la guerre de 30 ans, vous avez différents traités qui ont réglé la chose. Le traité de Westphalie, composé du traité d'Osnabrück et de Münster, le traité de Ryswick, Nimègue et Rastatt. Et au final, la France est devenue souveraine sur ces territoires, donc d'Alsace-Moselle, d'Alsace-Lorraine à l'époque. Oui. Mais souveraine, elle a accordé la supériorité territoriale à l'ennemi. Alors, supériorité territoriale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, les petits seigneurs qui étaient en place à l'époque, le clergé, gardaient leurs privilèges. Privilège de lever les impôts, de légiférer, de lever des armées, des troupes, d'administrer. Bref, c'est dépouiller totalement la France de sa souveraineté sur l'Alsace-Lorraine. D'accord. Bien évidemment, tout ça, je dirais, le clergé et les petits princes séculiers en place tenaient à ces privilèges. Et lorsqu'en 1792, la Révolution française a, au niveau national, supprimé tous ces privilèges, les petits princes allemands qui avaient encore en Alsace et les clergés l'ont eu mauvaise, et quand bien même ils étaient indemnisés, ont essayé de se rebeller contre le pouvoir en place. D'accord. Depuis ce temps-là, il est question effectivement de maintenir cette supériorité territoriale, donc ces privilèges de lever les impôts, hein, d'administrer ces 3 départements, etc., etc. Il est question effectivement, il a toujours été question de maintenir un régime différent de celui de la France. Alors ça, c'était il y avait plus de 2 siècles. Ensuite, bon, l'Alsace a été cédée au Reich en 1870. Ensuite, ça a été récupéré par la France. Bon, on serait en droit de croire que, une fois que ça a été récupéré une bonne fois pour toutes par l'État français,
que les lois françaises s'y appliquent et que les administrations allaient être remplacées. Effectivement, on est en droit de croire ça. Cependant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À la sortie de la guerre 14-18, il y a eu le traité de Versailles. Le traité de Versailles qui accorde la souveraineté de la France sur les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Mmh. Et en parallèle, vous avez une convention annexe qui est l'arrangement. L'arrangement du même jour, donc du 28 juin 1919. Et que prévoit l'arrangement dans son article 3, il dit que les tribunaux restent aux mains des tribunaux allemands, de la justice allemande. Dans son article 5, il dit que l'administration reste aux mains du pouvoir central allemand. Et l'article 13 permet effectivement à l'Empire, au Reich, de conserver les troupes en Alsace. Mais alors, il n'y a pas eu du coup de transfert de l'Alsace à la France. Quand on voit cet arrangement finalement qui vient dire un peu, bon, bah on garde finalement tous les pouvoirs sur ce territoire pour le Alors oui, le il y a Reich une allemand. souveraineté française, mais une supériorité territoriale allemande. Et ça, c'est écrit noir sur blanc Et dans ça, les documents d'arrangement. Dans l'article 3, l'article 5 et l'article 13 de l'arrangement, on comprend effectivement qu'il y a toujours ces privilèges qui sont réservés au Reich. Et depuis cet arrangement, donc ça fait, cet arrangement, ça fait un siècle. Je refais juste un petit bond en arrière. Dans le traité de Francfort, traité des préliminaires de paix, puis traité de Francfort de 1871, il est bien précisé que le Reich possède la souveraineté, la pleine souveraineté, la totale souveraineté et totale propriété. Ce sont bien des notions tout à fait différentes que l'on fait, souveraineté et propriété. Lorsqu'on analyse le traité de Versailles, on voit que la France devient uniquement souveraine sur l'Alsace-Moselle, mais pas propriétaire. Et comment peut-on être souverain sans être propriétaire? Supériorité territoriale. C'est un peu, oui, mais c'est presque un peu une arnaque juridique dans l'histoire. Alors, c'est une arnaque juridique pour ceux qui ne connaissent rien, bien évidemment. Il y a ceux qui sont au courant, qui savent jongler effectivement avec les textes de loi, de droit international, qui pensent être dans leur bon droit. Donc ça veut dire aujourd'hui, un siècle après la récupération de l'Alsace-Lorraine par la France et de ce traité de Versailles qui instaure la souveraineté de la France sur ces territoires, l'arrangement qui a été signé en même temps, cet arrangement, n'a pas bougé. Aujourd'hui, la supériorité est toujours allemande et on est toujours finalement dans un territoire où les lois françaises n'ont pas prise, n'ont pas cours. C'est très compliqué. Il faut savoir que en 1911, le Reich allemand a doté l'Alsace-Lorraine d'une constitution, d'une loi constitutionnelle qui a dit que cette loi ne pouvait être que modifiée ou abrogée par une loi du Reich. À cela, il faut y mettre quand même un bémol, la volonté du peuple. Ce qu'on appelle le droit des gens à disposer, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et à partir d'un plébiscite, les Alsaciens, un plébiscite officiel, j'entends bien, les Alsaciens lorrains auraient pu décider effectivement de rejoindre pleinement la France. Oui. Mais le 9 décembre 1918, Raymond Poincaré, président de la République française, décide, au vu de, de la joie populaire alsacienne, il décide que le plébiscite est fait.
c'est effectivement avec cette entourloupe, je vais dire, de, d'éviter, qui consiste à éviter un plébiscite, que l'Alsace gardera toujours la constitution allemande. Hmm. Constitution allemande de 1871 et loi constitutionnelle de 1911, spécialement conçue pour l'Alsace-Lorraine. Et ça va se vérifier. C'est-à-dire que dans les lois budgétaires telles qu'elles sont parues de 1918 à 1939, on va avoir des lois budgétaires identiques pour la France et pour l'Allemagne, et pour l'Alsace-Lorraine, pardon, mais les titres vont être les mêmes, mais les textes en Alsace vont être tronqués, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de lignes budgétaires qui vont être supprimées du domaine d'application en Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qui va être supprimé? Les budgets concernant l'administration, c'est bien normal, puisque l'arrangement accorde l'administration à l'Allemagne, au Reich, la justice, etc., etc., le commerce, etc. Je dirais, la France n'a pas droit de regard, au vu de la comptabilité publique, sur ce qui se passe en Alsace-Lorraine. Donc c'est une espèce de boîte noire, cette l'Alsace-Lorraine, opaque, qui fait bande à part. C'est une espèce de boîte noire, effectivement, qui fait bande à part, qui ne suit pas le même régime que la France. Il y a un système qui permet effectivement, je dirais, que les impôts alsaciens soient versés à une autre organisation que française. Non mais c'est un énorme scandale d'État. Enfin, en tout cas, on nous rabâche toute la journée l'égalité, la Constitution, l'unité française. L'unité française. Hein, l'identité française aussi. Hein, il y a beaucoup de gens qui revendiquent cette identité française. Mais finalement, dans notre territoire hexagonal, on a un dysfonctionnement juridique flagrant et une caisse à part. On a l'État français à Paris et un autre État en Alsace-Moselle. On a un autre fonctionnement étatique, effectivement, en Alsace-Moselle. Mais ça s'explique. Parce que tout ça, c'est programmé. Alors voilà, c'est ça que je voulais te demander. Pourquoi? Quel est l'intérêt des élites françaises de laisser cette situation perdurer? Parce qu'au contraire, aucun dirigeant, soit-il qu'il soit de gauche, de droite, ne peut tolérer qu'un bout de son territoire n'en soit plus propriétaire. Pourquoi les élites ont laissé faire? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner? Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Je pense qu'à un moment, les politiques français voulaient avoir la paix et ne plus avoir de revendications de la part des autonomistes alsaciens. Faut savoir quand même que le poids de la religion était très important en Alsace-Lorraine et pour éviter effectivement d'être confronté à une abrogation du concordat, on a voulu effectivement maintenir une espèce de régime particulier en Alsace-Moselle où il y a encore énormément de privilèges en faveur du clergé. Ils se sont moins embêtés avec la Corse ou le Pays Basque en France. Oui, mais ça a été, je vais dire, relativement facile parce qu'à la sortie d'une guerre, les gens sont contents de ne plus avoir de bombes qui tombent Bien sûr. sur leur maison. Donc, on ne va pas vérifier ce qui se passe. Et confiance. On va faire confiance à ceux qui nous ont libérés. Oui. Et tout ça, c'est quelque chose qui est prévu. C'est prévu, je dirais, depuis 1899-1907. Qu'est-ce qui se passe? En 1907, c'est que les principaux pays du monde se réunissent dans le cadre de la conférence de La Haye pour régler, je dirais, l'usage
de la guerre. Et dans l'article 23, alinéa 2 d'une convention, qui est le règlement 4, il est dit précisément que il est interdit à des États d'engager des militaires du territoire occupé, quand bien même ils auraient été à leur service en temps de paix. Alors en décodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des habitants, je dirais même des fonctionnaires, des nationaux au service d'un autre État, donc des fonctionnaires, peuvent être au service d'un autre État en temps de paix. Ben oui. C'est énorme. Ça permet de collecter l'impôt et de le reverser à un autre État. Ça confirme ce qui est dit dans l'article 5 de l'arrangement, qu'effectivement, l'administration reste au profit du Reich. C'est en fait une énorme supercherie juridique, mais dont personne ne parle. C'est une énorme supercherie juridique qui est accessible à ceux qui veulent bien gratter, mais effectivement, les textes sont là, et dans mes travaux que j'ai effectués, je me suis essentiellement basé sur des textes qui sont parus dans les journaux officiels. Alors justement, deux, trois informations comme ça que j'ai pu découvrir à travers ton travail, c'est que les notaires alsaciens prêtent serment devant Dieu. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, ils prêtent serment devant Dieu. Et bien évidemment, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, à partir du moment où ils commettent, je dirais, une entorse, ils sont obligés de dire qu'ils n'ont pas agi conformément à la puissance divine. Non, mais on se croirait encore avant la loi de 1905, il y a plus d'un siècle. Ça remonte effectivement à plus d'un siècle, entre 1870 et 1900. Bien sûr. Non, mais quand on nous bassine avec la laïcité, puis on sait que les écoles en Alsace sont financées par des fonds publics et sont des écoles religieuses. Donc il y a des fonctionnaires, il y a des gens payés avec l'argent public et qui sont des religieux. Ça va plus loin. Je vais expliquer, effectivement. C'est-à-dire que les religieux ont un statut de fonctionnaire. Et ça paraît... qui paye les fonctionnaires, c'est les citoyens français. Exactement. Ce qui fait qu'une personne de Bordeaux, de Brest, de Marseille ou de Lille paye pour la religion alsacienne. Non, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on nous embête, pour pas dire pire, on embête les Français qui mettent des crèches dans les mairies. On embête certaines villes où il y a des crèches à Noël parce que c'est pas laïque et républicain. Et là, on paye avec nos impôts des religieux qui sont fonctionnaires de l'État. Oui. Alors, je vais dire, un musulman bordelais paye pour l'enseignement catholique ou le clergé en Alsace-Moselle, un bouddhiste de Marseille également, etc., etc. C'est quelque chose de colossal. C'est ahurissant. Voilà, c'est ahurissant et c'est comme un secret de polichinelle parce que tout est public. Tout est public, il suffit de gratter pour le comprendre, mais ce que je dirais, c'est que tous nos politiques, depuis 1918, savent ce qui se passe. Ça ne peut pas être autrement, c'est dans les archives. Alors aujourd'hui, 2025, quels intérêts tirent-ils ceux qui sont au courant de cette situation-là? Quels intérêts personnels? D'abord, c'est le calme, pas le scandale. Ça me semble Je vous la montre. Première des choses. Bon. Mais ensuite, il y a quand même une volonté de donner à la région Alsace et à Strasbourg une dimension européenne. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, je dirais, le régime alsacien est quelque chose de très favorable pour certaines élites
Et si on devait concevoir un nouvel État rhénan, une nouvelle République rhénane, on pourrait dire que le pays voisin, l'État voisin comme euh, le Bade-Wurtemberg ou la Suisse alémanique hein, pourrait bénéficier à ce moment-là de notre droit local qui est qui est conçu pour la spoliation, hein, c'est clair, puisque c'est un droit qui a été mis en place par l'ennemi quand il est venu spolier les Alsaciens. Donc ça pourrait s'étendre aux régions voisines et créer un État indépendant. Voilà. Il y a effectivement un risque de séparatisme évident. Et l'European Cross-Border Mechanism, qui est un mécanisme qui permet justement à un État voisin de, dans le cadre d'une coopération transfrontalière, il permet effectivement de reprendre, je dirais, les textes de l'Alsace. C'est quoi ce document-là? C'est un document officiel? L'European Cross-Border Mechanism, tout à fait. C'est le mécanisme de coopération transfrontalière. Donc ça permet quoi de faire de de la économique Ça permet effectivement d'étendre ce droit local à toute une région et par, je dirais, contagion, de le propager à toute l'Europe. Est-ce qu'il y a un intérêt politique ou idéologique à ce que cela puisse arriver, cette extension du droit local alsacien à d'autres régions d'Europe? Le mot idéologique est juste. Effectivement, rien n'interdit, je dirais, de penser que on assisterait à le renouveau du Grand Reich. Ça paraît invraisemblable de oui. dire ça. C'est pas sot de le penser. Et pourquoi selon toi, c'est pas si idiot de penser ça? La personne qui a rédigé les lois propres à l'Alsace-Moselle à la sortie de 14-18, c'est Robert Schuman. Le père fondateur, hein, ce qu'on dit. Le père fondateur de l'Europe. Bon. Et effectivement, étant donné qu'il a été principal rédacteur de ces lois-là, je dirais tout à fait scélérate, connaît très bien le problème. Il connaît très bien, il sait pertinemment que de 1918 à 1939, l'Alsace a été régie essentiellement par le droit allemand, puisque la comptabilité publique, comme je le démontre, est amputée de beaucoup de lignes budgétaires par rapport au budget français. Oui, ce qui est déjà une anomalie importante. D'ailleurs, ça laisse la place à énormément de spéculations sur... c'est un territoire d'évasion fiscale. C'est un territoire d'évasion de capitaux. Bien évidemment, pour que les capitaux français se retrouvent au Panama ou autre part, il faut quand même une plateforme. Donc c'est une plateforme de transit, l'Alsace-Moselle? Il y a de grands risques, effectivement, que l'Alsace-Moselle soit une plateforme d'évasion de capitaux, oui. Mais donc... Parce que il faut comprendre quelque chose. C'est que nous avons toujours la Constitution de 1871 et la loi constitutionnelle de 1911. Parallèlement, il y a une loi du 17 octobre 1919 qui dit que les textes pour être applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent être conçus spécialement pour ces trois départements.
Si ce sont des textes qui ne sont pas conçus spécialement pour ces 3 départements, eh bien, ils ne sont pas applicables. Qu'est-ce qui n'est pas applicable à ce moment-là? Il n'y a pas eu de texte concernant la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Oui. Il n'y a pas eu de texte particulier pour le parquet national financier. Ça les arrange bien. Il n'y a pas eu de texte particulier pour l'inspection générale de la justice. Il n'y a pas eu de texte particulier pour le code qui régit les relations du citoyen avec son administration, etc., etc. Donc, nous avons réellement un autre régime qui n'est pas du tout transparent, qui est relativement primaire en Alsace. Et donc, on peut légitimement dire qu'il n'y a pas de contrôle en Alsace-Moselle, que la Cour des comptes peut effectivement effectuer certaines recommandations, mais celles-ci n'ont pas de force exécutoire. Donc ils vivent un peu dans leur autarcie juridique, c'est un peu le Far West en fait. En allemand, oui. Alors, j'imagine au détriment du simple citoyen français, comme toi, qui peut subir les conséquences d'un notaire véreux, qui pourrait agir pour le compte de quelqu'un, mais aussi pour le compte de tous les citoyens qui financent tout ça. On finance avec nos impôts, tout à l'heure on le disait, les fonctionnaires religieux. Mais alors, si on parle d'évasion fiscale, combien de milliards d'euros peuvent passer par cette plateforme? Oui, et ça va plus loin encore. C'est l'emploi fictif. C'est-à-dire que les fonctionnaires français qui sont en Alsace-Moselle, les fonctionnaires d'État français, travaillent pour une organisation étrangère. Il faut savoir que les gendarmeries également, par exemple, en Alsace-Moselle, ne sont pas propriétés de l'État français. Alors, ils sont propriétés de qui? De SCI, Société Civile Immobilière, alsacienne. Les gendarmes français sont... Les gendarmeries, oui. Les gendarmeries, pardon, sont pas la propriété... de l'État français, ce qui est quand même assez commode s'il devait y avoir un séparatisme. Le nouvel État n'aurait pas à indemniser la France pour récupérer les gendarmeries. Ils ont déjà les murs, ils ont déjà les bâtiments. Les cours d'appel, les gares, le réseau ferré est encore propriétaire du Reich. Ah, ça c'est... Propriété du Reich. La loi justement mise en place par Robert Schuman, dans son article 42, permet justement de détourner l'article 56 du traité de Versailles et fait en sorte que les bâtiments de l'administration allemande sont toujours propriété du Reich. Bon, on peut presque parler d'un autre pays, finalement. On peut parler d'une souveraineté française avec supériorité territoriale du Reich. Oui. C'est quand même assez invraisemblable voilà, par rapport à tout ce qu'on nous raconte à côté, à l'école, dans les médias, tout ce qu'on veut essayer de nous faire croire, de se rendre compte que finalement, sur notre territoire, résident deux systèmes, parallèles. Oui. Et on peut ajouter également les livres d'histoire. Alors j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de différences avec, parce qu'ils ne suivent pas le même programme scolaire. Oui, mais ce que je voudrais également ajouter, c'est que le traité de Versailles n'a jamais été signé par des plénipotentiaires français. Alors qu'est-ce que tu entends par plénipotentiaire ? Plénipotentiaire, c'est-à-dire une personne qui représente le chef de l'État, qui a tout pouvoir donc pour conclure un traité. Généralement, ce n'est pas le chef de l'État qui passe l'accord. Il missionne effectivement, il donne délégation à des représentants français qui sont qualifiés de plénipotentiaires, qui ont donc les pleins pouvoirs donnés par le chef de l'État pour conclure
le traité. Donc là, ça a été signé par qui? Alors, ça a été signé par Clemenceau, par Klotz, par Cambon, etc., mais qui n'avait pas la qualité de plénipotentiaire. Et qu'est-ce que ça change d'avoir ou pas cette qualité du point de vue juridique quand on signe ce genre de document? C'est pas, je dirais, la convention n'est pas de droit public international. C'est je dirais, une émanation, un regroupement de personnes euh, qui permet, qui donne l'image, l'illusion de signer effectivement un traité avec l'ancien ennemi, le Reich, mais parallèlement également, le Reich n'a pas missionné de plénipotentiaire. Donc c'est une sorte de mise en scène théâtrale, mais ça rend le document caduc? C'est une mise en scène théâtrale, ça ne le rend pas caduc, c'est une convention, je dirais, de droit privé international. Donc ça s'applique de la même façon ou... Alors, ça, c'est, je dirais, la justice internationale de prendre position. C'est un problème qu'il faudrait soulever. Donc c'est un vrai cas d'école finalement, cette situation. Et effectivement, il faut savoir que toutes les guerres telles qu'elles ont été déclarées et tous les traités ne respectent pas effectivement le droit international public. Pardon. On déclare des états de guerre alors qu'il convient de déclarer la guerre. Ce qui n'est pas la même chose. Déclarer un état de guerre ne revient pas à déclarer une guerre. Alors, on pourrait croire que du coup tout ça n'a très peu d'impact sur les citoyens. Et finalement, on voit que en bout de course, des décennies après, finalement, ce genre de choses ont des conséquences pour nous, puisqu'on le voyait, toutes les anomalies juridiques, les anomalies constitutionnelles, etc. Là, toi, tu en as payé, ça te retombe dessus. On voit aussi que finalement l'argent du citoyen français est utilisé pour des choses normalement pour lesquelles ne devrait pas être utilisé l'argent public. Je pense à ces fonctionnaires dont on parlait juste avant. Et ce droit notarial de spoliation qui finalement fait que le simple citoyen n'est pas en sécurité en Alsace-Moselle. Pas du tout. À partir du moment où on tombe sur un notaire qui n'est pas très regardant, effectivement, on ne peut plus rien faire. La justice participe effectivement au silence. Les avocats, entre eux, avocats des deux parties, s'entendent parce qu'il ne faut surtout pas que ça ébruite. Le notariat également, etc. etc. C'est très important. Il faut comprendre jusqu'où ça va. Et pourquoi on ne peut pas l'ébruiter? Et on va toucher aux icônes de la République française. Et quand on touche effectivement à des sommités, il faut laisser la poussière sous le tapis. On n'a pas le droit de la soulever. Est-ce que y a un risque, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de temps pour tout. Je pense qu'il y aura besoin de faire une deuxième émission parce que tu m'as envoyé beaucoup de documents. Voilà, je tiens à le dire à ceux qui nous écoutent. Beaucoup de documents, tout est sourcé. Ça demande de vraiment décortiquer. Et je pense que ça méritera une deuxième émission ensemble où on pourra partager ces documents. Il va falloir qu'on les classe, qu'on les archive et qu'on vous les partage en ligne pour qu'on puisse voir de manière un peu didactique ensemble les articles de loi, les documents officiels, pour qu'on se fasse vraiment une idée précise de ce que ça représente concrètement dans les documents officiels, parce que tout ce que tu as fait est basé sur l'exploration, l'analyse de ces éléments-là. Mais tu m'as parlé, dans nos préparations de ce sujet, de ce projet de loi 823, qui a attiré mon attention parce que ça potentiellement parlait d'une généralisation de ce droit notarial alsacien à toute la France. Tout à fait. Et c'est là où le danger, le risque est important. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet de loi? Il est question effectivement dans un souci d'optimiser, je dirais, les successions, d'étendre le droit local, la partie
notariale du droit local aux successions françaises. Ça va pas plaire à tout le monde, ça. Seulement, déjà, les députés alsaciens n'y connaissent pas grand-chose en droit local puisqu'il n'est plus enseigné. Oui, tu m'as dit, il n'y a plus que cette association qui Voilà. est la Alors, dernière garante. moi, je m'interroge comment peut-on avoir la volonté d'étendre le droit local qui n'est plus enseigné, que personne ne connaît, sauf une petite association, aux autres départements français. Surtout quand il y a des risques de spoliation. Euh, les risques sont évidents. Il faut savoir que ce droit notarial a été mis en place de 1870 et plus à la suite de guerres. Ça favorise, je dirais, les spoliations, surtout quand le combattant ne revient pas du front. C'est vrai. Je m'interroge sur le fait qu'on veuille effectivement étendre maintenant ce droit local qui facilite les spoliations quand les combattants ne rentrent pas du front, compte tenu de la période qu'on est en train de vivre, avec tout ce qui risque de se passer en matière de conflits européens. Exact. Oui. Ça ouvre la voie à énormément de possibilités, de risques. De possibilités, tout à fait. Et surtout que le problème, c'est que le droit local n'est plus enseigné. Personne ne connaît. La Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ne connaît pas le droit local, n'a pas été formé. Et pourtant, il y a donc tu as retrouvé quand même pourtant un projet de loi officiel, projet de loi 823, qui a été émis quand? Date de quand? Qui a été mis en janvier, si je ne me trompe pas, ouais. en janvier de cette année. Et ça a été débattu à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, l'Assemblée nationale, en première lecture, a émis effectivement un vote favorable. D'accord. Donc ça pourrait réellement... Ça va passer au Sénat. J'ai intervenu avec un ami justement pour attirer l'attention du Sénat sur les risques de dérapage qu'il peut y avoir suite à cette proposition de loi. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vu le Sénat prendre position. Et donc, on parle de quelque chose qui peut devenir rapidement concret. Là, si c'est passé en première lecture, projet de loi 823, voilà, je vous invite vraiment à regarder ça. Ça pourra tous nous concerner très bientôt. Tout à fait, ça peut concerner tout le monde. Moi, il y a des choses, il suffit de réfléchir un peu. Ce qui est intéressant, c'est quand même les propriétés, la terre, le sol, etc. Et on peut s'interroger pourquoi de grands noms du champagne français portent des noms prussiens, comme Krum, Piper Heidsieck, Tétinger, etc., etc. Il faudrait quand même que peut-être nos vignerons bordelais, de Bourgogne, etc., se posent également la question. Donc c'est vraiment, à travers ton dossier et ce que tu as pu découvrir, c'est une mainmise du droit allemand sur un territoire français. Tout à fait, tout à fait. Et ça va plus loin. Donc en 1939, la France déclare, ouvre les hostilités, je vais dire, avec le Reich. Le 9 août 1944, le gouvernement provisoire de la République française, sous la signature de Charles de Gaulle, émet une ordonnance rétablissant la légalité républicaine en France, excepté en Alsace-Moselle.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette ordonnance? C'est-à-dire, elle dit tout simplement qu'on va revenir avant la situation du gouvernement de Vichy, donc avant la situation du 16 juin 1940. Elle supprime, euh, elle dissout tous les groupes vichistes. Et dans son dernier article, cette ordonnance dit qu'elle ne s'applique pas à l'Alsace-Lorraine et qu'une ordonnance spécifique, on a bien l'ordonnance spécifique, le texte spécial pour l'Alsace-Lorraine, qui va intervenir. Elle interviendra ultérieurement, mais au préalable, Charles de Gaulle, qui a donc une délégation de signature de la part du gouvernement provisoire de la République française, signe un décret. Et ce décret dit, dans la mesure où il est absent, la signature est possible, elle est accordée à Jules Jeanneret. Seulement, il n'appartient pas à Charles de Gaulle de prendre une telle décision, puisque c'est le gouvernement provisoire de la République française qui donne la délégation à Charles de Gaulle. Normalement, juridiquement, c'est le gouvernement provisoire de la République française qui aurait dû émettre un décret disant qu'en l'absence du général de Gaulle, c'est Jules Jeanneret qui a la possibilité de signer les ordonnances. Oui, donc encore une énième anomalie juridique sur ce territoire français. Alors encore une énième anomalie, oui. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Jules Jeanneret signe une ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine en Alsace. Mais le parti d'Asie n'est pas dissous. Le NDSAP n'est pas dissous, ce qui fait que l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine n'a pas de valeur en Alsace. Les groupes nazis, le parti nazi a toujours possibilité d'exercer. Et l'Alsace se retrouve à ce moment-là toujours sous un régime national-socialiste. Je ne dis pas qu'il va y avoir des camps de concentration ou des chambres à gaz, etc., des crimes contre l'humanité. Non, mais c'est une doctrine national-socialiste qui est toujours en place. Franchement, cette histoire, c'est édifiant, c'est passionnant et c'est tellement important, sachant que c'est sur notre territoire hexagonal, cette exception de l'Alsace-Moselle, dont on connaissait un petit peu quand même les zones d'ombre. Mais c'est vrai qu'à travers votre histoire, votre enquête, on voit en fait finalement que tout ça est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je voudrais vraiment vous inviter. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour terminer. Et en fait, je pense qu'il faut faire une deuxième partie d'émission. Voilà, on fixera une date très, très bientôt parce que on a tous les éléments. Tu nous as envoyé tout ce qu'il faut, les documents, les éléments du journal officiel, les articles de loi. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, ce sera intéressant qu'on prenne un temps dans une deuxième partie pour décortiquer tout ça ensemble. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose qui me semble très important. Depuis bien 7-8 ans, je diffuse mes travaux à l'Assemblée nationale, au Sénat, d'accord, à la collectivité européenne d'Alsace, tous les membres, les conseillers régionaux, les élus, les conseillers municipaux de la ville de Strasbourg, etc., etc., et j'attire l'attention sur les conclusions de mes travaux. Je demande bien évidemment la contradiction. Parce que sans contradiction, il n'y a pas de débat, on peut affirmer n'importe quoi. Et je ne veux surtout pas affirmer n'importe quoi. Je demande la contradiction. Pour l'instant, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu non plus de la part de mon président de la République, lorsque je lui ai affirmé à plusieurs fois qu'il avait toujours les pouvoirs du Führer en Alsace. Je ne veux pas dire qu'il ne dit mot consent, mais... Je commence à te poser la question. Bah écoute,
la demande est lancée, voilà. S'il y a des gens qui veulent voilà, servir au débat, apporter des éléments de contradiction sur ton enquête, ils sont les bienvenus. On profitera du coup de cette deuxième partie pour apporter ces éléments-là concrètement. Ça pourra nourrir le débat, ça pourra montrer l'aspect factuel de tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Et je pense qu'on n'en restera pas là, parce qu'il va falloir qu'on suive de très près ce projet de loi 823 qui peut être extrêmement risqué pour le citoyen français. Donc je te remercie de nous avoir alertés là-dessus. Et évidemment, on suivra de très près ton dossier. Et puis pour l'Europe également, c'est très important, parce que n'oublions pas que le Parlement européen est à Strasbourg, le Conseil de l'Europe est à Strasbourg, C'est vrai. La Cour européenne des droits de l'homme est à Strasbourg, et paradoxalement, la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas sa place dans les départements du Bas-Rhin, de Lorrain et de la Moselle. C'est intéressant. C'est vrai que symboliquement, tout ça, ça pose question. Ça pose question. Bon, en tout cas, Jean-Luc, vraiment, je voulais te remercier énormément. Et comme je te dis, on va caler une date très très bientôt. Voilà, restez branchés sur Nexus parce que d'ici quelques semaines, on vous fera une émission avec, cette fois-ci, on prendra beaucoup plus de temps. On va prendre le temps de vous montrer les documents, les éléments, les décortiquer ensemble et d'essayer de résumer toutes ces années d'enquête que tu as pu réaliser basé sur ces éléments-là. En tout cas, Jean-Luc, je te remercie énormément pour cet entretien et pour le travail que tu as pu accomplir. C'est moi également qui te remercie pour m'avoir écouté, parce que c'est pas aussi évident d'écouter quelqu'un qui ose affirmer des choses aussi incroyables. C'est pas évident, j'ai dû me plonger avec toi dans quelques éléments très indigeste parce que le droit local c'est pas très facile tout ce qui est article de loi, mais là quand même tu as soulevé un élément très important et je pense que ça va concerner tous les Français, ce droit notarial et éventuellement cette plateforme d'évasion fiscale. Je pense que ça mérite d'approfondir. En tout cas, on fera cette deuxième partie ensemble, c'est promis. Je te remercie. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis durant cette interview. Et Jean-Luc, moi, je te dis à très bientôt. On essaie de continuer le boulot ensemble. Merci. À très vite.